faut se méfier de la froideur des pierres. Les pierres ont une histoire, une mémoire vive, et cela est sensible dans les carrières plus que partout ailleurs, car elles sont comme des corps martyrs, et vidés d'une chair définitivement absente. À Junas, les carrières ont des siècles durant résonné des cris de ceux qui emportaient blocs et pierres de taille, afin de donner corps à d'autres édifices. Aujourd'hui, et depuis 20 ans, elles entendent des notes au retour de l'été, la vie en mouvement d'une musique en acte, un jazz fait de rencontres et d'ouverture à l'autre. Ces pierres ont entendu, et ces sons, elles nous les retournent au fil des souvenirs de ceux qui se risquent à cet art de l'instant, de l'impromptu. Vraiment très heureux tous les trois de faire le premier festival de jazz de Junas et le premier concert de ce festival. Tu reviens en 96, donc lors de l'édition pour l'Italie, 2 ans après, et donc on t'invite à faire une rencontre avec un pianiste un peu, disons, iconoclaste, enfin à la fois accordéoniste et pianiste, enfin bon, tempérament assez explosif, déroutant, hein, qui est Antonello Salis. Donc est-ce que tu pourrais nous reparler de ce moment ? Oui, avec plaisir, reparler de ce moment qui me ramène vraiment dans un moment de ma vie où j'étais en plein dans la musique, vraiment musicien, qui est une partie très importante de ce que j'ai pu vivre, et donc à Junas, effectivement. Avec Antonello, c'était Gérard Pansanel qui m'avait présenté Antonello. J'adorais Don Pulen, et Antonello Salis c'était une sorte de Don Pulen italien, multi-instrumentiste, en tout cas accordéoniste et pianiste, et j'avais envie de jouer avec lui. Donc on a discuté, et puis on a fait ses concerts à Junas, on en a fait à la Maison de la Radio aussi, on en a fait quelques-uns, et c'était marrant parce par moments il devenait fou. Et du coup, je devenais fou aussi. Je me souviens de Stéphane, de Pascal et de Fabrice. Et 2003, ils viennent me rappeler en fait que c'est les 10 ans du festival. Alors bon, on prend tous 10 ans. Et ils me disent, ça serait sympa que tu viennes jouer. Alors on t'imagine en solo. Oui, mais en solo, par là-haut. Dans les carrières, là, il y a un endroit... Qu'y a-t-il dans l'amour du jazz? La beauté, l'émotion, la nostalgie, l'excitation, la jeunesse, la révolte.
tout cela sans doute. Mais d'abord, le goût des chemins nouveaux, le vif désir de l'inouï, non pas nécessairement des musiques neuves, des formes musicales inédites, mais une musique constamment nouvelle qui maintienne chez nous, au bout de la millième écoute, la certitude qu'elle s'annonce pour la première fois. Et qui, si elle ne l'est pas, que si elle est comme elle doit être et comme elle sera toujours, c'est aux beautés sans nom du hasard qu'elle le doit. Tu étais en 95 le parrain de l'édition sur la Catalogne. Ce concert, la façon dont tu l'avais vécu, dont tu as abordé ce festival et dont tu as accompagné le développement, du moins le démarrage. Premier concert, j'ai pensé aussitôt à Siggy Kessler parce que bon, c'est un musicien qui a marqué beaucoup de musiciens ici dans la région, il n'y a pas qu'ici, hein, en France et à l'étranger aussi. Mais c'est quelqu'un qui avait pris racine ici, enfin racines, sur un bateau c'est difficile de prendre des racines, mais il était vraiment français d'ici, de la Grande Motte. En plus c'est surréaliste la Grande Motte, c'est pas une ville, c'est un truc artificiel. Mais il avait ce côté-là, et puis un pianiste extraordinaire, il vibrait aussi avec le lieu, il a vibré avec l'équipe ici. J'ai rejoué une fois de plus, je pense, avec Carlotti, me semble, avec le chanteur provençal. C'est l'accoglienza, comme on dit nous, ou c'est le lieu, la particularité du lieu. Donc quand on arrive là-bas, on ne peut pas rester comme ça. Donc je me rappelle bien la qualité du lieu, les carrières, les couleurs. J'étais allé derrière pour voir qu'est-ce qu'il y avait, etc., etc. Et donc je pense que ça c'était un peu la première chose qui m'avait énormément touché. Fois, je jouais aussi dans une petite église. Je me rappelle, il y avait un chalet incroyable. Enrico, c'est un ami maintenant depuis beaucoup années. On se téléphone souvent et on s'échange pas mal des infos. On parle des trompettes, on parle de tout.
Et c'était aussi un peu un maître, mais je pense que c'était un maître pour tous nous, la génération qui vient après. C'est celui-là qui a démontré, pas le seul, mais un des importants, que le jazz européen il pouvait être dans la même idée du jazz américain. L'improvisation est une croyance. Croire en la première fois, qu'il y aura de la première fois. La première fois n'est jamais la dernière, dommage pour les évangiles. Tous les mots ont toujours déjà tenté de posséder le monde, et le monde, de crise en épiphanie, dépossède les mots du pouvoir de l'enfermer, et ce faisant, les rend à la poésie, à cet autre pouvoir qui est celui de charmer ou d'enchanter, qui réveille les mots et nous donne le sentiment vertigineux qui n'était pas encore apparu tout à fait, pas encore prononcé. Ce sont les mêmes puissances des commencements qui, dans l'improvisation, saisissent les mots du poète, du comédien, qui emportent le corps du danseur, celui du musicien. Avec un projet sarde, donc Sonos e Memoria, et je n'étais pas le parrain du festival, mais quand même j'étais un peu un consulente, comme on peut dire à l'Italie, donc j'ai suggéré des musiciens, j'ai mis en relation Stéphane et tout le monde avec les musiciens de Sardaigne. Bon, donc Gérard, tu as été, on va dire, un compagnon de route de ce festival. Oui. Et tu as notamment été le parrain d'une édition qui a été assez marquante dans le développement du festival, c'est l'Italie. Alors oui, à cette époque-là, je jouais avec tous les musiciens que j'ai amenés. C'est-à-dire, c'était quand même soit des stars en devenir. Les stars, c'était Aldo Romano et Enrico Rava. Et puis la star en devenir que j'ai amenée, c'était Paolo Fresu. En fait, je suis revenu, c'était avec Transalpino, c'était avec... D'abord, il y avait Antonello Salis qui est revenu, comme d'habitude. Il y avait surtout la rencontre avec... C'était surtout une rencontre avec le joueur de corps, Pontigia. J'ai joué avec Doudou Guéran après et Lionel Suarez.
sur des musiques de films. Là, c'était en 2002 ou 2003. On avait monté un trio avec Gérard sur des musiques de films du Sud aussi. En gros, c'était beaucoup de films italiens quand même. Donc, quel est ton regard, je dirais, sur ce festival, tes impressions, au plan humain, au plan acoustique? Alors au plan humain, bon, c'est un des plus beaux festivals que je connaisse parce que c'est vraiment... tout se passe à la fois en famille mais quand même très professionnel. Tout fonctionne bien. Mais c'est relax, c'est tranquille, il n'y a pas de stress. La deuxième remarque que je ferais, c'est évidemment, c'est pas nouveau et tout le monde doit la faire, c'est que le lieu est magique. Quand tu es dans les carrières que tu joues, tu es porté, tu peux pas t'empêcher d'être porté vers le haut, quoi, parce que c'est... J'ai joué avec Arild Andersen pour la Scandinavie, un trio qui dure toujours, puisqu'on a enregistré un album, qui est pratiquement mon dernier album, et Patrice Héral. Le jazz d'éternelle urgence est celui qui s'invente au jour le jour, et non celui qui est monté en boucle sur les bandes des distributeurs automatiques de musique. Toutes les musiques, tous les jazz ne peuvent pas être montés en boucle. Il y en a de trop fragiles, qui menacent de casser, de trop forts qui menacent de casser. Ce jazz-là, en instance de cassure, suppose qu'à un moment du travail de musique, le musicien, comme l'auditeur, passe par la conscience aiguë que cela peut finir abruptement, d'un instant à l'autre, que le rien, que le silence, que la mort sont à portée de souffle et de notes. Cela peut finir. La menace, qui n'est plus un jeu, mais la fin du jeu. Ben écoutez, moi je me souviens, en tous les cas, de la beauté de ces carrières. Hein. C'est un endroit tout à fait unique au monde pour faire un concert, et j'étais fort surpris en arrivant là de voir ces énormes... c'est pas des pierres, oui c'est des pierres bien entendu. Pendant un repas, on voit à gauche là, le batteur avec lequel j'ai beaucoup joué, c'est Hans van Oosterhout, qui est un Hollandais mais qui habite juste à côté de la Belgique, qui joue des ballets là sur la table, et moi je jouais de la guitare, et... Je ne sais pas si c'était un concert, hein, mais c'était une petite allée, c'était quelque chose de très sympa. C'était très sympathique, et je crois que c'est dû aussi à l'ambiance tellement chaleureuse qu'il y avait entre tout le monde, entre tous les organisateurs. On se sentait bien, là, voilà. Et là, avec Nguyen Le, c'est vrai que je me souviens de l'avoir écouté, où il faisait un concert en hommage à Jimi Hendrix. Il y a eu un bœuf à la fin du concert avec Philippe Catherine qui jouait en première partie. Et donc j'ai eu le plaisir d'inviter Philippe Catherine à venir jouer avec nous. Je ne sais plus quel morceau, mais c'était une improvisation autour du blues, je crois.
si on fait un solo mélodique, on a parfois, peut-être que l'auditeur s'imagine que c'est pas improvisé, mais c'est justement, c'est tout l'art, c'est de faire passer ça comme si c'était pas improvisé. En quelque sorte, c'est... Philippe, c'est quelqu'un qui est très important pour moi parce que en fait c'était un de mes guitaristes préférés quand j'ai commencé à apprendre et à jouer du jazz. Philippe Catherine aussi, je pense que j'étais très sensible à son jeu par son lyrisme, qui est un lyrisme qui est tout à fait européen en fait, un lyrisme que n'ont pas les guitaristes américains. Et c'était la fois à Genève, c'était la première et seule fois où on a joué ensemble. D'ailleurs, on s'en rend pas vraiment compte dans la journée. La journée, c'est spécial, mais la nuit, il y a je dirais, il y a une mystique qui se révèle. Il y a une poésie, une force. On sent une espèce d'énergie tellurique des anciens temps. Junas, d'abord, quand on me dit Junas, alors moi, toujours, c'était la carrière, le truc, où je jouais au milieu de... Je ne sais pas ce que c'est, comme c'est du granit, je ne sais pas ce que c'est, des tas de pierres. Bon. Et donc, j'avais trouvé le décor déjà assez... un peu cinéma, comme ça, le soir, avec des lumières, je me souviens. Et je sais que c'était le plein air, comme l'été, souvent. Donc, j'avais trouvé... déjà un côté au départ assez festif parce que je voyais des gens bien avant le concert qui se baladaient un petit peu comme on fait. Moi je fais toujours des approches avec mon pays, je suis basque donc, et j'ai joué souvent dans des trucs où il y a des carrières ou des montagnes autour et ça me rappelait un peu ce genre festif qui arrive l'été. Je veux dire, ma mère étant à 300% espagnole, je ne peux pas oublier l'Espagne. Ça me manque terriblement ces histoires de fête, la fête, le sens de la fête. J'ai toujours dit, j'adore. Avant un concert, souvent j'ai entendu des espèces de fanfares qui jouaient 2 heures avant. J'ai dit, ah, ça va commencer bientôt. Le concert est déjà commencé pour moi. Parce que souvent j'aime bien un peu improviser des choses. Alors moi l'improvisation c'est une chose que je fais sur le moment mais après j'oublie. Et comme ce soir, je ne sais pas encore ce que je vais faire mais c'est un peu les happenings que j'aime bien faire. Je vais me retrouver devant un public là encore un peu différent et puis en attente. Voilà.
en sorte de rythme dans tous les sports qui sont comme la pelote basque, des choses comme ça. Quand je regarde dans un concert, parfois je pense à ces histoires-là, qui sont des sortes d'élans qui sont faits de force et de, je sais pas, comme des jets qui s'en vont, vous voyez, Abandon des programmes qui pensent à notre place. Abandon des langages programmés. L'abandon de la partition n'est pas renoncement à l'écriture, mais s'offrir à une écriture liée à l'aléa du parcours réel. Je revenais d'Arménie et c'était l'année de l'Arménie à Junas. Et en Arménie, j'avais joué là-bas au festival de jazz d'Erevan et j'avais été incroyablement bouleversé par une rencontre avec le tout jeune pianiste Tigran Amassian. Et donc, quand j'ai rencontré Tigran, et quand on s'est rencontrés avec son oncle, c'était quand même curieux parce que Tigran il avait 12 ans, la première année que je l'ai rencontré. Et c'était juste avant cette année pour l'Arménie. Et Tigran, ensuite, est venu. Pourquoi il est venu? C'est qu'on s'est regroupé donc avec le festival de Junas, le festival des 5 continents à Marseille et le festival des enfants du jazz à Barcelonnette. On s'est cotisé, on l'a aidé à avoir un visa pour sortir. Et je crois que concernant Tigran, tout est parti de là. Son amour réciproque avec le public européen, français bien sûr, et des standing ovations, et je crois que son talent ensuite n'a pas cessé de croître. Beaucoup de gens me demandent pourquoi je fais des aquarelles. Personnellement, je trouve que les aquarelles, ça va très bien ensemble avec le jazz. C'est une technique comme le jazz, il y a l'improvisation, il n'y a pas beaucoup de lois, de règles, il faut respecter, il faut improviser. Quelqu'un qui fait des aquarelles va travailler vite. Une aquarelle doit se faire vite et ça doit être libre. L'aquarelle, ça bouge tout le temps parce que l'eau va partout et bon, il faut le suivre, soit il faut abandonner. Donc c'est vraiment une improvisation et on regarde où l'eau va aller avec le couleur. Et ça me donne vraiment cette synergie avec la musique du jazz. Alors, il n'y a pas de jazz français, il n'y a pas de jazz suisse, il y a des musiciens en France, en Suisse, en Italie qui font du jazz. À l'époque, j'avais choisi ceux qui me semblaient le plus aptes à fonctionner ensemble.
oui, Pierre Favre, c'est un des premiers batteurs que j'ai fréquenté lorsque j'avais 16-17 ans en Suisse. On était les deux batteurs qui jouions dans les groupes de jazz. On est toujours resté assez proches. Je choisis les musiciens pour ce qu'ils ont à proposer. Et il se trouve que la nouvelle génération, qui sont d'ailleurs nombreux passés par notre enseignement au conservatoire, sont des gens qui essaient de jouer une musique personnelle. Alors Jérôme Sabec, je ne connaissais pas du tout. Puis un jour, il m'a appelé et il me dit « Est-ce que ça te plairait qu'on fasse quelque chose ensemble avec Ben Monder ?» Ben Monder, on m'en avait beaucoup parlé, je n'avais jamais joué avec lui. Et puis j'ai trouvé d'abord Sabag très très bon, charmant, facile à vivre, avec un concept très ouvert, comme parfaitement en liaison avec ce qu'on disait tout à l'heure. Et Ben Monder, c'est un espèce de géant de la guitare, mais c'est très insolite. Levant le rideau des mots, l'improvisation devient un geste, acte non encore dit, forme non encore nommée, nommer, honorer, s'abandonner à l'improvisation pour se libérer déjà, quelque beau qu'il soit, des récits musicaux déjà là du monde, déjà là, déjà beau, déjà récit, déjà monde. Bon, chaque musicien a un genre de musique à assimiler et dans laquelle il faut s'inscrire petit à petit avec le plus d'intelligence possible et le plus d'humilité possible, mais sans jamais être servile. Ici, dans certains cas, je suis plus percussionniste que batteur, et pour d'autres, je suis totalement batteur et quelquefois pas batteur du tout. Bon, un batteur qui joue premier degré, il va au mieux jouer correctement de manière professionnelle. Il y a plein de grands musiciens batteurs qui ont essayé de trouver des couleurs et de faire un travail ambigu, c'est-à-dire de proposer des choses insolites, inhabituelles, pour emmener le musicien avec qui il collabore. J'ai failli dire qu'il accompagnait, mais je dis avec qui il collabore, parce qu'aujourd'hui, on n'accompagne plus. Je pense qu'on se fond dans une musique de conversation, de groupe. Il n'y a plus un orchestre et un batteur ou un trio avec un pianiste et une section rythmique. Je pense que maintenant le travail du musicien percussionniste est beaucoup plus instrumentiste avec une voix et des notes, ou du moins des sons, une gamme de sons. Et évidemment, le propos est beaucoup plus étendu. Mais c'est surtout d'abord l'écoute de l'autre. Quand je joue, j'ai 3 oreilles, j'en ai une sur la batterie, une sur la contrebasse pour que la pulsation soit juste, et une sur le soliste pour que je puisse m'alimenter aussi de son propos et de lui renvoyer des choses très rapidement qui l'aident à défricher son truc.
Donc ici, on est en train de travailler sur monsieur Niels Petter Molvaar, qu'on a vu il y a quelques années à Junos. En Junos faisait le festival avec le Norvège. Français par mon père, américain par ma mère et par le fait de m'être installé là-bas depuis 2 décennies. Voilà. Je pense que dans la musique on retrouve les deux cultures. J'ai eu un fort attachement pour la musique française, surtout pour tout ce qui est très très mélodique. Et puis j'adore aussi tout ce qui est rythmique, tout ce qui est groove. Alors j'ai commencé vraiment par l'amour du piano. Je ne vais pas dire d'abord le classique, j'ai commencé par faire du piano sans prendre de cours en fait. Et puis au bout d'un certain temps, mes parents m'ont forcé à prendre des cours de piano classique. Et puis j'ai vu très vite que c'était vraiment le véhicule qui allait me permettre d'avancer, de connaître le clavier, de connaître, d'avoir une meilleure approche de l'instrument. Et puis j'ai continué à essayer d'improviser, mais sans trop savoir ce que je faisais. À l'âge de 12 ans, j'ai demandé à mes parents de pouvoir prendre des cours avec un prof de jazz. J'ai été très attiré par cette musique improvisée, vraiment. Et puis Jeff, mon premier prof, m'a fait découvrir un autre élève à lui. Et donc c'est un peu avec lui que je suis vraiment tombé dans la marmite. Et puis là j'étais vraiment accroché, c'était vraiment cette musique-là. Je crois que dès l'âge de 16 ans, je savais que c'était ça que je voulais faire. Et puis je me souviens de la lumière qui était très belle. Je me souviens du cadre, je me souviens que ma copine était venue.
Donc c'était en 2003. 2003, c'était une année particulière puisque ça a été une année de grève générale en France à cause du problème de l'intermittence et de ce qui se passait. Et quand on m'a proposé de le faire sur ce rocher, j'étais venu un petit peu avant voir et j'avais trouvé que l'espace était intéressant de monter la batterie là-haut parce qu'il a fallu la monter. Et c'était un moment assez inouï de pouvoir jouer dans ce moment-là, devant le public, à ce moment-là. J'ai vécu ça très très bien, malgré la grosse chaleur qu'il faisait bien sûr dans les carrières. Mais ce moment a été assez exceptionnel pour moi et j'avais envie de raconter cette histoire-là, ce jour-là. L'an dernier, donc de 2011, la rencontre avec Chicago a été pour moi très très importante et le festival m'a permis de faire cette création avec la ACM, les musiciens de Chicago. Et la rencontre avec Nicole Mitchell, femme d'exception, Tomeka Reed, violoncelle, avec Bernard Santa Cruz, mon contrebassiste avec qui je joue depuis très longtemps maintenant, et puis Anna John Taylor que j'avais rencontrée en 80 et 85 quand j'avais joué avec lui. Je sais que j'ai beaucoup appris aussi en travaillant avec ces musiciens-là. Elle a été d'ailleurs directrice de l'ACM, donc c'est pas pour rien. Et les projets artistiques avec des musiciens comme ça sont toujours très spontanés, très vivants, très organiques. On joue de la musique, on se joue. Il n'y a pas de gravité. Et Nicole porte ça en elle. Il n'y a pas de gravité dans quoi que ce soit. Et quand on joue, même si on se trompe, on en rigole. Voilà. Difficile de parler des gens. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a le mot amour dedans. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très spirituel, qui a un rapport à l'autre et au monde très ouvert et un regard très enfantin aussi, toujours très joyeux. C'est quelqu'un dont on se rappelle très bien ses rires et ses sourires. Amatjumel, on a eu la chance de l'avoir jusqu'à toute notre grande surprise à Junas en 2011. Et c'était vraiment un très grand succès d'avoir lui avec son quartet sur la scène dans la carrière. Il n'y a pas beaucoup de pianistes de jazz qui mènent un percussionniste et un batteur et un contrebassiste ensemble.
plus, il a une main gauche qui est assez impressionnante. Et comme disait notre ami Siegfried Kessler, un piano est un instrument de percussion et il ne faut pas avoir peur de le taper dessus. Certain temps, mais l'histoire avec Siegfried m'a vraiment poussé de plus en plus sur Archie Shepp. Et heureusement, en 2009, on a eu un très grand concert avec Archie Shepp, Tom McClune, et Steve et Wayne Ajunas. Shepp voor moi c'est un type qui me va droit au cœur. Pourquoi? Parce que c'est pas un musicien de jazz tout pur. Lui il parle toujours de dire le jazz n'existe pas, c'est de musique afro-américaine. Il était un grand militant, il était professeur dans la poésie, etc. Et vraiment il a écrit de poèmes et de prose vraiment magnifiques comme Mama Toutai, Mama Rose. I want you to take this ex-cannibal's kiss and turn it into a revolution. Hey, a revolution. Say a C'est bruité, c'est broué, se secouer du poids du jazz qui n'est pas de la musique accumulée mais de l'histoire. Secouer l'histoire, celle du jazz, celle des blues people, celle de l'Amérique en lutte contre elle-même, le poids des fantômes du passé, le poids des revenants des esclaves qui reviennent danser la nuit dans les têtes, le poids des corps qui dansent avec les chaînes des revenants. Le free jazz secoue les chaînes du corps noir qui est dans l'histoire blanche, invisible, hors champ. Look at the stars up in the sky. Can't you see the pain in Grandmama's eyes? Je me rappelle bien de cette venue à la Junas en 2012,
On était venu jouer avec ma compagnie, quelques invités américains. Et je revenais en fait quasiment à peine, si j'ose dire, d'un voyage aux États-Unis, un second voyage aux États-Unis. Alors, la Nouvelle-Orléans, c'est un peu le nœud, ouais, là où toutes ces choses-là se rencontrent. Donc on peut écouter de tout à la Nouvelle-Orléans. Je crois qu'il aurait... Un festival à Junas ne suffit pas à montrer toutes les musiques qui ont lieu à la Nouvelle-Orléans, il en faudrait plusieurs, même si le panel du festival cette année-là était magnifique. Pour l'anecdote, Sarah, qui est vraiment une des artistes avec qui on travaille le plus maintenant, qui est vraiment une très belle rencontre, mais je l'avais rencontrée à Marseille avant. Elle fait partie de tous ces artistes qui, après Katrina, se sont un peu exilés, enfin sont partis de la Nouvelle-Orléans, suite à ce traumatisme, et puis comme beaucoup de gens là-bas, elle a tout perdu avec l'ouragan. Et puis surtout, sa musique, elle est... la première fois que je suis allé à la Nouvelle-Orléans, que je l'ai vue, elle faisait beaucoup ce travail, à la fois dans les petits clubs, les cafés, des choses comme ça. Il y a vraiment cette itinérance qui est très importante à la Nouvelle-Orléans, et puis une musique de rue. Et donc on joue un répertoire qui est très large. C'est ça qui est intéressant. Donc elle va jouer dans la rue avec ses copains, suivant les musiciens qui elle joue, elle va plutôt aller du côté folk, cajun, voire même country, parce qu'elle joue du Hank Williams, des choses comme ça. Et si elle joue avec des groupes de jazz, vraiment vers le côté jazz New Orleans, tout le grand répertoire de jazz qui va du ragtime au standard, les plus communément joués à la Nouvelle-Orléans. C'est la Nouvelle-Orléans. Magic Slim, c'est un petit peu... fait partie de ces artistes de blues qui tournaient beaucoup. Vraiment des artistes de tournée. Et qui représentent une tradition, un bloc, qui est le blues de Chicago. Ce qu'on appelle le Chicago Blues, c'est un petit peu impropre comme terme, puisqu'il n'était pas chicagouan au départ, il est du Mississippi, donc proche de la Nouvelle-Orléans. Il représente à la fois cette tradition très du Delta, celle qu'on a, et qui s'est transformée par l'émigration de tous ces musiciens-là à Chicago, qui est devenue la grande cité du blues, en fait, après Memphis, Nouvelle-Orléans. Looked out my window, saw my baby when she walked away. I cried, "Dog, please stop her. I ain't gonna get drunk no more." I know, please stop her. I ain't gonna get drunk no more. I holler out my window, "Come back, baby, please don't go."
Christian Scott, et par son histoire même, représente toute l'histoire de la Nouvelle-Orléans. On a beaucoup, et d'ailleurs à mon sens un peu trop, c'est toujours les effets médiatiques, comparer le destin d'un Christian Scott à celui de Louis Armstrong. Louis Armstrong qui avait appris dans les prisons, parce qu'il avait tiré un coup de flingue lors d'un défilé à Nouvelle-Orléans. Défilé, coup de flingue, prison, c'est à peu près le schéma normal d'un jeune noir américain à Nouvelle-Orléans à l'époque d'Armstrong. Donc Christian Scott vient vraiment des bas quartiers de la Nouvelle-Orléans, défendu par sa mère. On a fait des reportages quand il était tout jeune sur lui, sa mère qui croyait, personne ne croyait qu'il allait devenir un grand musicien comme maintenant, et puis finalement il est devenu. Il y a des écoles de musique, mais d'ailleurs les écoles, les universités vous disent, mais c'est pas nous qui formons les grands musiciens, c'est la rue, c'est la Nouvelle-Orléans. Et Christian Scott est l'exemple même de la capacité de cette ville, unique au monde, de capacité de porter les musiciens jusqu'au plus haut. C'est une musique qui peut être écrite, arrangée, mais elle va être très vite appropriée, oralisée, excusez-moi pour le néologisme, et restituée oralement. Et ça, l'improvisation est capitale dans ce domaine-là. Accident. C'est la part du monde qui reste hors calcul, qui fait peur. Ce qui du réel n'est pas encore passé par les représentations, par les récits, par les scénarios, par les études de marché, qui n'est pas encore tout à fait plié à l'ordre des langages, ce qu'on ne connaît pas, ne comprend pas, ce dont on ne veut pas mais qui est là, qui vient, qui revient, qui insiste. L'improvisation est ce qui lie la musique à l'accident qu'il y a à vivre.
fell down on my oh dear Lord, hear my prayer when I'm lost in this world. One word to say, On m'a demandé de faire les vitraux du temple de Junas. Alors je suis allé sur place et je pense qu'on a trouvé une technique nouvelle pour faire les 6 vitraux et la rosace œil de bœuf à l'entrée qui a une certaine modernité, qui fonctionne assez bien avec le festival et sa simplicité artistique. Alors on a fait des images sérigraphiées transparentes qui sont serties entre 2 plaques de verre et complètement isolées, et on posera ces panneaux. Alors je pense que ça va être très lumineux, assez gai, et je suis très content que la société locale protestante ait accepté de jouer le jeu de ce chose-là. Alors moi, je ne suis pas du tout allé dans des formes outrancières, j'ai joué le jeu, mais j'ai essayé de garder mon vocabulaire, et on a fait des tirages, et ça me paraît pas mal. Les gens viendront peut-être aussi à Junas pour voir ça. C'est un plus qui me semble tout à fait valable pour la municipalité.